Mise à jour, ma famille m'a harcelé pendant 6 mois pour que je donne mon sous-sol à ma sœur. Hier, ils ont découvert que je l'avais rempli de béton. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer, mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. C'est parti. Publication initiale. Je suis James, 26 ans, H, et je dois partager ce qui s'est passé lorsque mon père, Richard, 56 ans, H, a tenté de me forcer à céder mon sous-sol à ma jeune sœur, Emily, 19 ans, F. Avant que quiconque ne me juge pour ce que j'ai fait, laissez-moi vous expliquer les années de manipulation qui ont mené à ma décision d'éliminer le problème de façon permanente. J'ai acheté ma maison il y a 2 ans après avoir travaillé 70 heures par semaine dans mon entreprise d'ingénierie depuis l'obtention de mon diplôme. Pendant que mes amis voyageaient et faisaient la fête, j'économisais chaque centime pour un apport. La maison nécessitait des travaux, mais elle avait un sous-sol entièrement aménagé que j'avais rénové pour $40 000 supplémentaires afin d'en faire mon bureau à domicile et mon atelier. Ce sous-sol représentait la liberté face aux demandes constantes de ma famille et mon sanctuaire où je gérais mon activité de consultant en parallèle. Emily a toujours été l'enfant chéri. Quand elle a décidé de se lancer dans l'art au lieu de l'université, nos parents l'ont soutenue entièrement. Ils ont transformé leur garage en studio, lui ont acheté des milliers de dollars de matériel et ont parlé à tout le monde de leur talentueuse fille artiste. Pendant ce temps, ils qualifiaient mon diplôme d'ingénieur de jeu avec des ordinateurs et ne sont jamais venus à ma remise de diplôme. Quand j'ai été promu ingénieur principal à 25 ans, la réponse de ma mère, Patricia, a été « C'est bien, mon chéri. As-tu vu la dernière peinture d'Emily ?» Le problème a commencé il y a 6 mois, quand Emily s'est plainte que son studio dans le garage était trop froid en hiver. Plutôt que d'installer un chauffage adéquat, Richard a décidé qu'elle avait besoin de mon sous-sol. Il n'a pas demandé. Il l'a annoncé au dîner du dimanche comme si c'était déjà décidé. James, nous avons décidé qu'Emily utilisera ton sous-sol pour son studio. La lumière y est parfaite, et elle a besoin d'espace pour ses plus grandes œuvres, a-t-il dit en coupant son steak comme s'il venait de me demander de passer le sel. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. C'est mon atelier et mon bureau. Je gère mon entreprise de conseil depuis cet endroit. J'ai des clients qui m'appellent en visioconférence dans cet espace. Tu peux travailler de n'importe où avec un ordinateur portable, est intervenue ma mère, Patricia. Emily a besoin d'un espace approprié pour son article. La famille, ça s'entraide. Emily était assise là, souriante, planifiant déjà son installation. Elle n'était venue dans mon sous-sol qu'une seule fois, lors de ma pendaison de crémaillère, mais apparemment, elle en discutait avec nos parents depuis des semaines. Elle avait même dessiné des plans pour l'emplacement de ses chevalets. La réponse est non, ai-je dit fermement. J'ai acheté cette maison. Je paie le prêt immobilier. Le sous-sol est à moi. Le visage de Richard s'est assombri. Nous ne te le demandons pas, fiston. Ta sœur en a besoin. Ne sois pas égoïste. L'audace m'a stupéfié. Égoïste. J'avais payé mes études universitaires pendant qu'Emily avait un parcours tout financé. Je ne leur avais jamais demandé un centime après mes 18 ans, alors qu'ils payaient encore l'assurance auto d'Emily, sa facture de téléphone, et lui donnaient une allocation mensuelle de soutien à l'artiste de $2000. Si Emily a besoin d'un studio, elle peut en louer un comme n'importe quel autre artiste, ai-je dit en me levant pour partir. Assieds-toi, a ordonné Richard. Nous n'avons pas fini de discuter. Ta sœur fait partie de la famille. Cette maison est de toute façon trop grande pour toi tout seul. La maison que j'ai payée. La maison que j'entretiens. Cette maison ? Ai-je demandé. Tu n'aurais même pas ce travail sans l'éducation que nous t'avons donnée, a dit Patricia. L'éducation que j'ai payée avec des prêts étudiants. Je suis toujours en train de rembourser cette éducation, ai-je répliqué. Emily a commencé à pleurer. James, j'ai juste besoin d'espace pour créer. Pourquoi es-tu si méchant ? Je ne suis pas méchant. Je dis non à te donner mon sous-sol. Il y a une différence. Je suis parti au milieu de leurs protestations, pensant que ça en resterait là.
J'avais terriblement tort. Le lendemain matin, Richard m'a appelé au travail. J'ai réfléchi et nous pouvons faire un compromis. Émilie n'a besoin du sous-sol que pendant la journée. Tu pourras l'utiliser le soir. Non, papa. Le sous-sol est mon bureau. J'y travaille pendant la journée. Ton travail habituel est au bureau. Je travaille de la maison 2 fois par semaine et je gère mon entreprise de conseil depuis là tous les soirs et week-ends. La réponse est toujours non. Il m'a raccroché au nez. Ce soir-là, Patricia a appelé en pleurant. Ton père est tellement contrarié. Cela déchire notre famille. Ton sous-sol est-il vraiment plus important que les rêves de ta sœur? Les désirs d'Émilie sont-ils plus importants que mes besoins? Ai-je répondu. Le chantage affectif s'est intensifié. Ils appelaient quotidiennement avec de nouveaux arguments. Émilie avait besoin de lumière naturelle. Mon sous-sol a de petites fenêtres. Émilie était déprimée sans un espace adéquat. Elle avait l'air bien sur son Instagram. L'art d'Émilie pourrait la faire vivre si seulement elle avait le bon environnement. Elle n'avait jamais vendu une seule œuvre. La semaine suivante, je suis rentrée chez moi pour trouver Émilie dans mon sous-sol avec nos parents, en train de mesurer les murs. Ils avaient utilisé le double des clés que je leur avais données pour les urgences. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison, ai-je exigé. On regarde juste comment le matériel d'Émilie va rentrer, a dit Patricia joyeusement. Le mur nord sera parfait pour ses chevalets. Sortez et laissez votre clé. Richard s'est avancé. James, arrête d'être difficile. Nous avons déjà dit à Émilie qu'elle pouvait déménager ses affaires le week-end prochain. Si la moindre affaire d'Émilie arrive ici, j'appelle la police et je porte plainte pour effraction, ai-je dit en sortant mon téléphone. Je change les serrures ce soir. Sortez de ma maison. Émilie s'est mise à pleurer. Sa tactique de manipulation habituelle. James, pourquoi me détestes-tu? J'ai juste besoin d'espace pour créer. Tu as cet immense sous-sol que tu utilises à peine. À peine? Toute l'installation de mon bureau est ici. Mon équipement de conseil, mes outils, mon atelier. Ce n'est pas parce que vous ne valorisez pas ce que je fais que je l'utilise à peine. Les ordinateurs n'ont pas besoin de tant d'espace, a ricané Richard. Et les peintures, si. Loue un studio. Sais-tu à quel point les studios sont chers, a demandé Patricia. Sais-tu à quel point mon prêt immobilier est cher, ai-je rétorqué. Ils sont partis, mais pas avant que Richard ne dise « Tu regretteras cet égoïsme ». La famille de James s'en souviendra. La manipulation s'est intensifiée au cours des semaines suivantes. Ils appelaient mon travail, disant à la réceptionniste que c'était une urgence familiale, uniquement pour me harceler au sujet du sous-sol. Quand la réceptionniste a commencé à filtrer leurs appels, ils ont commencé à se présenter à mon bureau. La sécurité a dû les escorter dehors à 2 reprises. Ils se présentaient chez moi à toute heure, sonnant à la porte sans arrêt. Une nuit, ils ont sonné pendant 45 minutes d'affilée à 23 heures. Mon voisin a menacé d'appeler la police, ce qui les a finalement fait partir. Émilie a publié sur les réseaux sociaux comment son rêve était brisé par quelqu'un qui devrait la soutenir. Elle a partagé des photos de son studio exigu dans le garage versus des photos qu'elle avait secrètement prises de mon sous-sol, demandant à ses abonnés, est-il juste qu'une personne ait tout cet espace alors qu'une artiste suffoque? Ses amis artistes m'ont attaqué en ligne. Mon Instagram a été inondé de messages me traitant d'égoïste, de privilégié et de toxique. Quelqu'un a même trouvé mon profil LinkedIn et a envoyé des messages à mes collègues sur la personne terrible que j'étais. Patricia a appelé en pleurant une nuit, prétendant qu'Émilie était trop déprimée pour peindre. C'est ta seule sœur, James. Comment peux-tu être si cruel? Comment pouvez-vous être si arrogant, ai-je rétorqué. Achète-lui un radiateur d'appoint pour le garage. Il ne s'agit pas de température. Il s'agit de toi qui choisis la propriété plutôt que la famille. Il s'agit de vous qui choisissez les désirs d'Émilie plutôt que mes droits. Le point de rupture est arrivé quand Richard a appelé mon patron, Monsieur Thompson. Il a dit à mon patron que j'avais des problèmes familiaux qui pourraient affecter mon travail et a suggéré que mon patron m'encourage à faire ce qu'il fallait pour l'harmonie familiale. Mon patron, heureusement,
lui a dit de ne plus jamais le contacter et m'a prévenu de l'appel. Mais ensuite, Richard est allé plus loin. Il a appelé mon plus gros client de conseil, prétendant que j'étais mentalement instable et qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour des projets importants. J'ai perdu ce client, un contrat d'une valeur de 30 000 $ par an, parti parce que mon père a décidé d'utiliser ma carrière comme une arme contre moi. C'est là que j'ai réalisé que ça ne finirait jamais. Il n'arrêterait jamais. Tant que ce sous-sol existerait, il le verrait comme l'espace légitime d'Emily, égoïstement accaparé. Ils iraient crescendo jusqu'à détruire ma vie. Alors, j'ai pris une décision que certains pourraient qualifier d'extrême. Je l'ai qualifiée de permanente. J'ai contracté un prêt travaux de 30 000 $. Ironiquement, le montant exact que j'avais perdu du client que Richard avait saboté. J'ai engagé une entreprise de construction, mais pas pour rénover le sous-sol, pour l'éliminer entièrement. L'entrepreneur, Michael, a d'abord cru que je plaisantais. Vous voulez remplir tout votre sous-sol de béton? Votre sous-sol aménagé, chaque centimètre carré du sol au plafond. Ça va coûter une fortune et vous ne le récupérerez jamais. C'est permanent. Permanent. C'est le but. Nous avons dû obtenir des permis spéciaux. L'inspectrice de la ville, Jennifer, est venue 3 fois pour s'assurer que je comprenais ce que je faisais. Monsieur James, vous remplissez vraiment tout votre sous-sol de béton, votre sous-sol aménagé avec le bureau et l'atelier. Oui. Vous comprenez que c'est irréversible. Ça coûterait plus cher à enlever que la valeur de votre maison. Je comprends parfaitement. Elle a secoué la tête mais a signé les permis. La construction a duré 1 semaine. Ils ont dû faire venir du matériel spécial pour pomper du béton de qualité industrielle par les fenêtres. J'ai insisté sur un renforcement avec des barres d'armature partout. Je voulais m'assurer que ce sous-sol ne pourrait jamais être récupéré, quoi qu'il arrive. Pendant les travaux, je suis restée à l'hôtel. Je n'ai dit à personne ce que je faisais. Quand les voisins demandaient à propos des camions de construction, je disais que je réglais des problèmes de fondation. Monsieur Park, mon voisin, les a regardés pomper du béton et a demandé, des problèmes de fondation qui nécessitent de remplir tout le sous-sol? Des problèmes de fondation graves, ai-je répondu. Il a semblé sceptique mais n'a pas insisté. Quand ce fut terminé, j'ai demandé à l'entreprise de construction de sceller la porte du sous-sol et de la recouvrir de plaques de plâtre. Ils l'ont installée si parfaitement qu'on n'aurait jamais su qu'il y avait eu une porte. Les fenêtres du sous-sol ont été scellées de l'intérieur et recouvertes par l'aménagement paysager à l'extérieur. Le coût total, 32 000 $, y compris le travail de mur sans raccord. J'ai invité ma famille à dîner hier soir. Je voulais qu'ils voient ce que leur harcèlement avait accompli. Quand ils sont arrivés, Emily s'est immédiatement dirigée vers la porte du sous-sol, ou là où elle se trouvait avant. Elle est restée là, confuse, passant ses mains le long du mur lisse. Où est la porte du sous-sol, a-t-elle demandé. Quel sous-sol, ai-je répondu, en servant le dîner comme si de rien n'était. Richard s'est levé, son visage se crispant. Que as-tu fait? J'ai éliminé le problème. Il n'y a plus de sous-sol. Juste du béton. Tu mens, a halté Patricia. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les photos de la construction. Leurs visages sont passés de l'incrédulité à l'horreur alors qu'ils faisaient défiler les images du béton pompé dans mon sous-sol, remplissant chaque recoin, recouvrant mon installation de bureau, mon atelier, tout. Tu as détruit ton propre sous-sol, a hurlé Emily. C'est de la folie. Non, ce qui est fou, c'est de penser qu'on a droit à la propriété de quelqu'un d'autre. Ce qui est fou, c'est d'appeler mon patron pour me manipuler. Ce qui est fou, c'est d'appeler mes clients et de me coûter 30 000 $ par an en contrat. Richard est devenu blême. Comment as-tu su pour ça? Mon client m'a appelé après m'avoir licencié pour me prévenir de la situation instable de ma famille. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Tu as dépensé des milliers de dollars juste pour nous contrarier, a murmuré Patricia. 32 000, en fait. Et je ne l'ai pas fait pour vous contrarier. Je l'ai fait pour y mettre un terme définitif. Vous ne pouvez pas exiger quelque chose qui n'existe pas, tu es malade mentalement, a dit Patricia, les larmes coulant sur son visage.
Aucune personne saine d'esprit ne détruit sa propre propriété. Aucune famille saine d'esprit ne terrorise quelqu'un pour sa propriété, ai-je répliqué. C'est vous qui m'avez poussé à ça. Chaque appel, chaque visite non désirée, chaque tactique de manipulation, appelez mon patron, appelez mes clients, envoyez vos amis m'attaquer en ligne, vous avez poussé et poussé jusqu'à ce que je trouve la seule solution qui vous ferait arrêter. Émilie sanglotait de façon théâtrale. Tu as ruiné mes rêves. Ce sous-sol était parfait. Ce sous-sol était à moi, ai-je dit fermement. Et maintenant, il n'est à personne. Problème résolu. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard. Les conséquences de ma solution en béton ont été plus intenses que je ne l'avais prévu. Laissez-moi vous mettre au courant de tout ce qui s'est passé. Premièrement, Richard a essayé de me faire interner contre mon gré. Il a appelé la police en affirmant que je traversais une crise de santé mentale et que j'avais détruit ma propre maison. 2 officiers se sont présentés à ma porte avec une assistante sociale. Je leur ai calmement montré les permis pour la construction, la facture payée, et j'ai expliqué la situation. Je leur ai également montré les preuves du harcèlement, les appels enregistrés, les images de sécurité, les textos. L'assistante sociale, Nancy, a même ri quand je lui ai raconté toute l'histoire. Alors, vous avez rempli votre sous-sol de béton pour empêcher votre famille de le réclamer? C'est exact. Extrême, mais légal. Elle s'est tournée vers les officiers. Il ne représente un danger ni pour lui-même ni pour les autres. Il a pris une décision financière consciente concernant sa propre propriété. Inhabituelle? Oui. Illégal ou insensé? Non. Les officiers sont partis après m'avoir averti que ma famille pourrait potentiellement faire de fausses déclarations. L'un d'eux m'a pris à part et a dit, officieusement: j'aurais juste obtenu une ordonnance restrictive, mais je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Patricia a essayé une approche différente. Les larmes et la culpabilité. Elle est venue avec ma tante Linda, mon oncle Michael et ma cousine Stéphanie pour une intervention. Ils se sont assis dans mon salon, expliquant comment les familles partagent et à quel point Emily était blessée par ma cruauté. Linda a même dit, les gens normaux ne détruisent pas leur sous-sol, James. Tu as besoin d'aide. Les familles normales ne harcèlent pas quelqu'un pendant des mois en essayant de voler leur propriété, ai-je répondu. J'ai trouvé une solution permanente à leur harcèlement permanent. Michael a essayé de jouer le médiateur. N'aurais-tu pas pu simplement continuer à dire non? Je l'ai fait pendant 6 mois. Ils ont appelé mon patron, se sont présentés à mon travail, se sont fait escorter par la sécurité. Ils ont appelé mon plus gros client et m'ont coûté un contrat annuel de $30 000. Ils ont fait en sorte que toute la communauté artistique d'Emily m'attaque en ligne. Ils ont essayé de s'introduire chez moi. Dites-moi, oncle Michael, que feriez-vous si je réclamais votre garage pour mon atelier et que je n'acceptais pas un non comme réponse? Il n'a pas eu de réponse à ça. Stéphanie a surpris tout le monde en prenant la parole. Attends, ils ont appelé ton client? C'est illégal, n'est-ce pas? De l'ingérence préjudiciable. Mon avocat examine la question, ai-je confirmé. La réunion s'est terminée quand je leur ai montré la compilation des images de sécurité que j'avais faites. 3 mois de harcèlement condensé en une vidéo de 20 minutes. Elle montrait Richard et Patricia essayant de s'introduire chez moi à 2 heures du matin. Eux sonnant à ma porte pendant 45 minutes d'affilée. Eux se présentant à mon travail, tout. La pièce était silencieuse quand ça s'est terminé. Linda a finalement parlé. Richard, Patricia, c'est du harcèlement criminel. C'est du véritable harcèlement criminel. Ils sont partis sans un mot de plus. Emily, pendant ce temps, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux me dépeignant comme le méchant qui a détruit ses rêves. Elle a posté des rendus artistiques de ce à quoi son studio aurait ressemblé, avec des légendes dramatiques sur la façon dont j'avais tué sa créativité. J'ai répondu avec une seule publication. J'ai dépensé $32 000 pour remplir mon sous-sol de béton parce que ma famille n'acceptait pas que ma propriété ne leur appartenait pas. J'ai 6 mois de textos, de messages vocaux et d'images de sécurité de harcèlement. Ils ont appelé mon employeur et mes clients, me faisant perdre des revenus.
J'ai choisi la destruction de propriété plutôt qu'une ordonnance restrictive. Votre amie n'a pas droit à mon espace simplement parce qu'elle le veut. J'ai joint des captures d'écran de tout. Leurs textos exigeant mon sous-sol, les emails de Richard à mon patron, les journaux d'appel montrant des centaines d'appels, et un bref clip des images de sécurité de leur tentative d'effraction. Le récit d'Émilie s'est effondré. La plupart de ses amis sont restés silencieux, et plusieurs m'ont envoyé des messages privés pour s'excuser, disant qu'ils n'avaient aucune idée du harcèlement. L'une d'entre elles, Sandra, s'est avérée être une propriétaire de galerie qui a été consternée par la situation. Mise à jour 2. 6 semaines plus tard. La situation a pris des tournures incroyables. Laissez-moi vous détailler tout ce qui s'est passé. Premièrement, la situation juridique. Mon avocat, Kevin, a envoyé à Richard une lettre de mise en demeure et une demande d'indemnisation pour le contrat client perdu. Richard a dû engager son propre avocat qui lui a immédiatement conseillé de régler à l'amiable. Nous nous sommes mis d'accord sur 15 000 $ payés en plusieurs fois. Ça ne couvre pas entièrement mes pertes, mais c'est quelque chose. La situation d'Émilie a changé radicalement. Vous vous souvenez de Sandra, la propriétaire de la galerie qui m'a contacté? Elle a contacté Émilie avec une offre, travailler dans sa galerie et son studio en échange d'un espace de studio gratuit en dehors des heures d'ouverture. Il s'est avéré que Sandra cherchait une assistante et s'est dit que cela pourrait aider tout le monde. Émilie a maintenant accès à un studio professionnel de 200 mètres carrés avec une ventilation, un éclairage et un équipement adéquat. Tout ce dont elle prétendait avoir besoin dans mon sous-sol. Quelle ironie! Si mes parents avaient dépensé ne serait-ce qu'un quart de ce que j'ai dépensé en béton pour lui louer un studio correct, elle l'aurait eu il y a des mois. Mais c'est là que ça devient intéressant. Émilie m'a appelé la semaine dernière. James, je dois te dire quelque chose, a-t-elle commencé. Sandra m'a fait établir un budget pour ce que coûterait un studio. Loyer, charges, assurance, tout. Et ça aurait été environ 800 $ par mois. Maman et papa me donnent 2000 $ par mois de soutien à l'artiste. J'aurais pu me payer mon propre studio depuis le début. Le silence au téléphone était assourdissant. Ils m'ont convaincu que j'avais besoin de ton sous-sol, a-t-elle poursuivi. Ils disaient que louer, c'était jeter de l'argent par les fenêtres. Que la famille devait se soutenir mutuellement. Mais j'avais l'argent. J'ai eu l'argent tout ce temps. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Parce que Sandra m'a demandé pourquoi je me sentais en droit d'occuper ton espace. Et quand je n'ai pas pu répondre, elle m'a fait faire le calcul. James, j'aurais pu louer un studio pendant 2 ans avec ce que tu as dépensé en béton. Tout ça. Ça n'aurait jamais dû arriver. Patricia m'a appelé en pleurant après la révélation d'Émilie. Mais cette fois, c'était différent. On aurait pu simplement l'aider à trouver quelque chose comme ça depuis le début, a-t-elle dit, et je pouvais entendre un regret sincère dans sa voix. Au lieu de ça, on t'a poussé à détruire ta propre propriété. Vous ne m'avez pas poussé à détruire quoi que ce soit, ai-je corrigé. Vous m'avez poussé à trouver une solution permanente à votre harcèlement permanent. J'ai choisi la solution qui garantissait la paix. James, a-t-elle dit doucement. Richard a perdu son travail. J'étais stupéfait. Quoi? Son entreprise a découvert qu'il utilisait le temps et les ressources de l'entreprise pour te harceler. Les appels à ton patron, à tes clients. Il a tout fait depuis son téléphone professionnel sur son temps de travail. Ils avaient des enregistrements de tout. La justice était poétique. Richard avait tenté de détruire ma carrière et avait fini par détruire la sienne. Mise à jour 3. 3 mois plus tard. Ce sera ma dernière mise à jour car la situation a atteint sa conclusion. Richard a trouvé un nouvel emploi, mais avec un salaire nettement inférieur. Il a dû expliquer pourquoi il avait été licencié de son poste précédent et avait utilisé les ressources de l'entreprise pour harceler son fils. Ça ne fait pas très bonne impression. Il travaille maintenant comme manager junior, une énorme régression par rapport à son ancien poste de directeur principal. L'art d'Émilie s'est en fait amélioré depuis qu'elle a commencé à travailler à la galerie. Être entourée d'artistes professionnels et avoir un espace de studio adéquat l'a poussée à développer ses compétences. Elle a vendu sa première œuvre le mois dernier,
une peinture sur les limites familiales. Ironiquement, elle m'en a envoyé une photo. C'est en fait assez bon. Mais le plus grand développement est venu d'une source inattendue. Ma grand-mère, Elisabeth, la mère de Richard, m'a appelé après avoir tout appris. James, je dois te dire quelque chose sur ton père, a-t-elle dit. Quand il était jeune, mon frère Thomas a vécu avec nous pendant un certain temps. Il était artiste aussi, et il a réquisitionné notre garage comme studio sans demander. Ton grand-père a finalement dû le mettre dehors. Papa n'a jamais mentionné ça. Bien sûr que non, parce que Richard était furieux d'avoir perdu le garage. Il s'est plaint pendant des années de l'injustice de la situation. Le fait qu'il ait essayé de te faire la même chose. Eh bien, ça montre qu'il n'a rien appris. Elle a ensuite dit quelque chose qui m'a marqué. Tu sais, ton grand-père aurait fait la même chose. Peut-être pas avec du béton, mais il aurait trouvé une solution permanente. Tu lui ressembles plus que ton père ne lui a jamais ressemblé. La situation de la maison a évolué de manière intéressante. J'ai fait venir un ingénieur en structure, Robert, pour tout évaluer. Son rapport était fascinant. Vous avez essentiellement créé les fondations les plus solides du quartier, a-t-il dit. Cette maison pourrait résister à presque tout maintenant. Vous avez également éliminé toute possibilité d'inondation du sous-sol, de problèmes de radon ou de tassement des fondations. Donc, j'ai accidentellement amélioré ma maison tout en détruisant mon sous-sol. En termes d'intégrité structurelle, absolument. En termes de valeur de revente, c'est différent. J'ai fait réévaluer la maison. Elle a perdu 40 000 $ de valeur en perdant le sous-sol aménagé. Mais voilà, je m'en fiche. Je n'ai pas acheté cette maison comme un investissement. Je l'ai achetée pour en faire mon foyer. La réaction du voisinage a été positive. Monsieur Park m'a dit, j'ai vu vos parents essayer de s'introduire cette nuit-là. J'étais sur le point d'appeler la police quand ils sont partis. Ce que vous avez fait était extrême, mais après les avoir vus vous harceler pendant des mois, je comprends. Madame Henderson, de l'autre côté de la rue, a dit, votre père est allé voir toutes les maisons de la rue pour essayer de nous monter contre vous. Nous lui avons tous dit de vous laisser tranquille. Ce sous-sol était à vous, vous pouviez en faire ce que vous vouliez. Ma vie professionnelle s'est rétablie et s'est même améliorée. Les clients qui m'avaient initialement jugé pour l'incident du béton ont changé d'avis après avoir entendu toute l'histoire. Un client, Charles, a dit, quelqu'un qui se coûte 40 000 $ en valeur immobilière pour maintenir des limites et quelqu'un en qui j'ai confiance pour protéger les intérêts de mon entreprise. J'ai acquis 5 nouveaux clients de conseil au cours des 2 derniers mois. Mon revenu a même dépassé ce qu'il était avant que Richard ne sabote mon client d'origine. Dernière mise à jour, 6 mois plus tard. Alors que j'écris cette dernière mise à jour, je suis assis dans mon bureau à domicile, celui que j'ai installé dans la chambre d'amis après avoir rempli le sous-sol de béton. Il est plus petit que mon bureau du sous-sol, mais il est à moi, et personne ne peut me le réclamer. Richard et moi ne nous sommes pas parlé depuis 3 mois. Patricia envoie des textos occasionnels, juste pour prendre des nouvelles. Elle est prudente maintenant, respectueuse des limites d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. La dynamique a complètement changé. Ils ont presque peur de moi maintenant, peur de ce que je pourrais faire si on me pousse à bout. Émilie et moi avons développé une relation inattendue. Elle m'a demandé de venir voir son studio la semaine dernière. Alors que nous étions dans l'espace qu'elle loue maintenant à Sandra, elle a dit quelque chose de profond. Tu sais, James, je t'ai détesté pendant des mois après le béton. Mais maintenant, je réalise que tu n'as pas seulement fixé une limite pour toi. Tu en as fixé une pour moi aussi. Maman et papa auraient toujours essayé d'obtenir des choses pour moi au lieu de m'apprendre à les obtenir par moi-même. Le béton m'a forcé à grandir. Elle m'a montré sa dernière série, des peintures sur l'indépendance et les limites. Elles se vendent bien. En fait, je suis reconnaissante, a-t-elle poursuivi. Si tu m'avais donné le sous-sol, je serais encore dépendante de la famille pour tout. Maintenant, j'ai mon propre espace, mon propre revenu, ma propre vie. Le béton nous a libérés tous les deux. La famille élargie a géré les choses de différentes manières. Certains pensent encore que je suis fou. D'autres me voient comme un héros.
Mon cousin Brandon a commencé à appeler ça la grande solution du béton et en parle à chaque réunion de famille. À Thanksgiving, organisé par ma grand-mère, en territoire neutre, Richard m'a finalement parlé. Je vois un thérapeute, a-t-il dit doucement. Elle dit que j'ai des problèmes de limite et de contrôle. Que ce que je t'ai fait était abusif. J'ai attendu. Je suis désolé, a-t-il dit, les mots semblant douloureux pour lui. Pas seulement pour le sous-sol, mais pour tout. Pour ne pas avoir valorisé ton travail, pour avoir essayé de contrôler ta propriété. Pour t'avoir fait perdre ce client. Je suis désolé. Merci, ai-je dit. C'était tout. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. On ne peut que reconnaître leurs cendres. Le béton reste. Parfois, je vais là où se trouvait la porte du sous-sol et je pose ma main sur le mur lisse. 32 000 $ de béton repose en dessous, un monument au jour où j'ai choisi ma tranquillité plutôt que la valeur de ma propriété. Les gens me demandent encore si je le regrette. La réponse est complexe maintenant. Je regrette que les choses en soient arrivées là. Je regrette que ma famille ait tant insisté que j'ai senti que je n'avais pas d'autre choix. Je regrette d'avoir perdu l'espace que j'avais travaillé si dur à créer. Mais je ne regrette pas la décision elle-même. Ce béton m'a acheté quelque chose d'inestimable. La liberté de la manipulation, le respect de mes limites, et la certitude que je suis prêt à tout pour protéger ce qui est à moi. Le sous-sol a disparu, mais quelque chose de plus précieux a pris sa place. Des limites inébranlables. Ma famille a appris que non, c'est non, que pousser quelqu'un trop loin a des conséquences, et que parfois la solution la plus extrême est la seule qui fonctionne. Ma maison n'a plus de sous-sol maintenant, mais elle a quelque chose de bien plus précieux. La preuve que des limites, une fois coulées dans le béton, ne peuvent être déplacées. Et ça vaut plus que n'importe quel sous-sol. Alors que je termine cette histoire, je veux vous laisser avec cette pensée. Les limites ne consistent pas à être cruelles ou égoïstes. Elles concernent l'autopréservation. Parfois, maintenir ces limites nécessite des mesures extrêmes. Tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde n'approuvera pas. Mais à la fin de la journée, vous devez vivre avec vous-même et vos décisions. Je peux vivre avec 32 000 $ de béton dans mon sous-sol. Ce avec quoi je ne pouvais pas vivre, c'était une vie entière d'arrogance et de harcèlement de la part de ma famille. Le béton durera éternellement, un rappel permanent que j'ai choisi ma personne, ma paix et mes limites plutôt que leurs exigences. Et je le referai.